Bonjour à tous, Mena Fatsias, PPH psychiatre addictologue. Je suis responsable du pôle d'addictologie à Bordeaux. Et comme Philippe Nebulpo vient de vous le dire, effectivement, je remplace ce matin le docteur Deloed et je vais vous parler donc des opiacés et des overdoses, en m'intéressant particulièrement à la question de la prévention et de la prise en charge. Et dans cette présentation, je vais effectivement plus me focaliser sur les traitements de l'addiction aux opiacés, donc la méthadone et la buprenorphine, en soulevant l'apport majeur, bien sûr, de l'introduction de ces traitements en France dans la prise en charge d'addiction aux opiacés et la prévention des complications en particulier les complications de type overdose. Et donc, en essayant à travers cette présentation d'avoir un peu une vue panoramique finalement entre les évolutions passées, de revenir un petit peu dans l'histoire typiquement française de l'apport de ces traitements, la manière dont ça a été mis en place, et puis les nouveaux défis finalement qui nous arrivent et les perspectives pour demain. Alors peut-être, juste pour introduction, quand on s'intéresse à la mortalité par overdose d'opiacés dans le monde pour 100 000 habitants. Donc ça, ce sont des données issues du Global Burden of Disease de 2017, qui évalue l'impact en termes de mortalité et de morbidité de tout un ensemble de pathologies. On voit qu'il existe dans encore certaines régions du monde où l'impact en termes de mortalité de l'overdose d'opiacés est un véritable problème de santé publique avec les niveaux d'incidence et de prévalence qui sont très élevés, en particulier, comme vous le savez, en Amérique du Nord. Parce que, effectivement, l'évolution actuelle, c'est que compte tenu, on le reverra, de la diminution drastique, finalement, des contaminations virales par VIH et hépatite C depuis un certain temps, la principale cause aujourd'hui de mortalité par les opiacés, ça reste la dépression respiratoire avec une mortalité qui est globalement évaluée à 20 fois supérieure à ce qu'on observe en population générale. Alors on peut voir qu'au niveau européen et plus particulièrement en France, on est quand même pas si mal placé que ça, on reste quand même un pays où le nombre de décès par overdose d'opiacés reste plutôt faible. Et quand on, bien sûr, regarde un peu plus près les raisons de ces disparités, et bien effectivement, ce qui va varier, c'est des variations importantes en termes de politique publique, de stratégie, d'accès aux stratégies de prévention, et en premier lieu, quand même, parce que ça a eu un impact important, d'accès au traitement de l'addiction aux opiacés. Donc avec des politiques qui vont être plus quand même développées dans certains pays. Alors pourquoi ces différences? Quelle était la situation en France? Et donc là un retour en arrière dans les années 80-90 où effectivement on était dans une situation marquée par le fait que très peu d'usagers d'opiacés essentiellement représentés par l'héroïne à l'époque étaient en contact avec le dispositif spécialisé. Donc, une population très stigmatisée, très à l'écart des dispositifs de soins, et une population marquée par une morbidité très élevée et une mortalité très élevée, liée à la prévalence de la contamination VIH, VHC, et une augmentation croissante des décès par overdose, avec une augmentation à l'époque des décès par overdose qui était de plus de 15% par an. Et donc, un besoin majeur et une urgence a émergé en France, qui a été donc clairement précipité par l'urgence du sida, qui a exercé du coup une contrainte sur les politiques publiques pour pouvoir changer de stratégie et favoriser l'accès le plus large possible au traitement d'addiction aux opiacés. Et donc, en dépassant finalement un certain nombre beaucoup de blocages et de résistantes qui étaient essentiellement des résistantes idéologiques. Donc l'objectif c'était d'augmenter le nombre de patients en traitement pour pouvoir stabiliser, réduire la mortalité par overdose, contrôler la prévalence des contaminations virales. Et pour cela, ce qui a été mis en place, c'est l'implication majeure, unique à l'époque, des médecins généralistes pour pouvoir favoriser
l'accès le plus large possible, le plus facile possible au plus grand nombre d'usagers pour avoir un impact sur cette mortalité. Et donc, ce qui a été utilisé à l'époque, c'est l'élargissement de la prescription des traitements en addiction aux opiacés en utilisant la buprenorphine avec une réglementation qui était particulièrement plus souple. Alors pourquoi la buprenorphine à l'époque? Parce que effectivement, comme vous le savez, c'est un agoniste partiel et que la buprenorphine était une molécule qui finalement avait un profil pharmacologique beaucoup plus sécure et beaucoup plus compatible avec la prescription en médecine de ville, comparativement à méthadone, qui est un agoniste pur et qui était associé à plus de risques dans la prescription, plus de précautions et plus de risques liés au surdosage. Donc le but, c'était de rendre le traitement le plus accessible possible. Donc quels ont été les résultats finalement de ces politiques publiques et d'accès au traitement? Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, à partir de l'introduction des traitements 95 pour la méthadone, 96 donc pour la buprenorphine, il y a eu une augmentation très forte, majeure, très rapide de l'utilisation et de la prescription de la buprenorphine, en particulier entre 96 et début des années 2000. Cette augmentation importante des prescriptions, essentiellement de la buprenorphine, avec une progression bien plus lente de la méthadone, c'est associé, comme vous le voyez, donc là ici est représenté l'héroïne, mais c'est la mortalité par overdose d'héroïne, à une chute très rapide, drastique de la mortalité par overdose d'héroïne. Donc il y a eu vraiment un parallèle très clair entre l'accès au traitement et un impact majeur en termes de mortalité. Le premier indicateur, c'était la mortalité par overdose d'héroïne. Donc, quand on s'intéresse à l'évolution des cas de VIH et les décès par sida, les nouvelles contaminations et la mortalité par sida, on se rend compte également d'une évolution assez similaire avec la fin des années 90, début des années 2000, une diminution très importante de ces contaminations et de la mortalité liée au VIH, ce qui fait qu'aujourd'hui, chez les usagers de drogue, on est sur des niveaux de prévalence pour le VIH qui sont très faibles. Et comme je le disais, la mortalité reste essentiellement liée à l'overdose et à la dépression respiratoire. Donc, les premiers résultats à 5 ans de l'introduction de ces traitements ont été assez rapides. Donc en 5 ans, la France a pu augmenter le nombre d'usagers problématiques d'opiacés en traitement, avec une augmentation très importante de quasiment 100% d'augmentation, et parallèlement une réduction estimée à 80% de la mortalité par overdose. Et ceci avec effectivement la mise en place d'un élargissement du cadre de la prescription de buprenorphine, de l'implication très forte des médecins généralistes à l'époque et aussi des pharmaciens de ville qui ont eu un rôle extrêmement important dans la mise en place de ces prises en charge, et tout en gardant à l'époque, et toujours actuellement, donc la méthadone en deuxième intention avec une réglementation encore très contrôlée et dans le cadre plutôt de centres spécialisés. Donc, par la suite, au-delà de ces premiers constats très rapides et très positifs, de nouveaux défis, de nouvelles problématiques sont apparus. En premier lieu, un certain nombre d'usagers complexes, très problématiques, qui restaient problématiques, en particulier sous buprenorphine, avec la question des polyconsommations et la question du mésusage. La question du maintien des traitements dans la durée, parce qu'on va le voir, c'est un enjeu majeur dans l'efficacité de la prise en charge du traitement, mais aussi dans la prévention des risques liés à l'overdose. Les patients étant stabilisés avaient tendance à très vite arrêter leur traitement et potentiellement donc plus facilement rechuter ou compenser sur d'autres substances. Et puis ça posait également la question de l'articulation nécessaire entre le secteur de ville et le secteur spécialisé. Et puis un autre défi, toujours d'actualité, c'est les représentations très négatives qui persistent encore souvent chez les usagers et aussi chez les professionnels autour de l'utilisation de ces traitements qui est donc un vecteur de moindre accès aux soins
et de moindre aussi utilisation optimale et de moindre efficacité des thérapeutiques. Alors, les enjeux actuels. Donc, quand on regarde quelle est la situation depuis 2011 sur l'évolution des prescriptions de traitements méthadone et buprenorphine, donc tout en haut, c'est l'ensemble des traitements de substitution pour les opiacés. Donc, on est aujourd'hui à peu près 160 000 patients qui bénéficient d'un traitement. Donc, c'est resté finalement relativement stable, avec une part qui reste très majoritaire de la buprenorphine, autour de 100 000 patients sous buprenorphine, et une part de la méthadone qui a une tendance donc globalement à légèrement augmenter. Concernant l'évolution de la mortalité par overdose, elle reste réduite, donc la part de l'héroïne dans les causes de mortalité par overdose reste réduite et à peu près stable. Donc on voit que la majorité est surtout liée avec aujourd'hui les traitements par méthadone et buprenorphine, avec une part bien plus importante d'overdose liée à la méthadone. On reparlera éventuellement de la mortalité également liée aux médicaments opioïdes. Donc ça reste relativement stable. Donc, concernant la mortalité induite par les traitements, qui est donc aujourd'hui la principale cause de ces overdoses, on a au premier plan la méthadone qui est impliquée, ce qui est connu depuis maintenant un certain nombre d'années, du fait du profil agoniste pur de la méthadone, qui est plus, bien sûr, qui expose plus au risque de dépression respiratoire en cas de surdosage. Et souvent, ce sont des situations où on est dans une implication de la méthadone et avec aussi des consommations, en particulier d'alcool, de benzodiazépines, qui vont potentialiser l'effet dépresseur respiratoire. Le risque de décès par overdose pour la buprenorphine, la part de risque donc est plus limitée, même si elle existe, mais elle est plus limitée du fait de l'aspect agoniste partiel, et c'est relativement. Alors l'autre défi, c'est l'efficacité des traitements et c'est le maintien du traitement dans la durée. Donc on sait que l'addiction est une maladie chronique qui va nécessiter quand même des prises en charge au long cours. Et un enjeu, une fois effectivement l'évolution clinique et l'évolution clinique favorable, le patient stabilisé, c'est le maintien au long cours afin de stabiliser le comportement dans la durée et de prévenir les rechutes et de prévenir le risque de réémergence, donc aussi de complications. Alors là, ça reste une difficulté, puisque quand on voit l'évolution finalement des patients, du maintien en traitement des patients, on était la première ou la deuxième année de traitement finalement sur une réduction importante du nombre de patients. Donc ça reste difficile de maintenir les patients en traitement suffisamment longtemps. Or, l'enjeu de ce maintien, comme je vous l'ai dit, est un élément essentiel. Alors, là, sur cette diapositive, ce sont des données d'une étude ancienne, de 2010, qui avait été faite au Royaume-Uni, dans une très large cohorte de patients traités en médecine de ville et qui étaient traités aussi bien par buprenorphine et méthadone, et qui évaluait le risque de mortalité en fonction de la phase du traitement, entre à gauche, l'initiation des traitements, et à droite, la période d'arrêt du traitement, le comparateur étant des patients qui auraient maintenu leur traitement au cours du temps. Donc, ce que révèle cette étude, c'est qu'effectivement, finalement, il y a deux grosses périodes à risque de mortalité par overdose. La première, on la connaît bien sûr, c'est l'initiation du traitement. Pendant les 2 à 4 premières semaines, ça reste une période un peu plus à risque. Les patients maintiennent parfois encore leur consommation, n'ont pas encore forcément la tolérance aux médicaments opiacés, et donc c'est une période qu'il faut surveiller. Mais une deuxième période particulièrement à risque, particulièrement vulnérable, c'est les sorties de traitement, puisque à l'arrêt du traitement, ça va favoriser potentiellement le risque de rechute, avec une perte de la tolérance vis-à-vis des effets opiacés, et donc plus de risque de dépression respiratoire, donc une élévation très importante.
Donc c'est réillustré sur la diapositive d'après, où on voit le risque de réduction de la mortalité. Alors, je suis désolée, c'est un peu contre-intuitif. En fonction de la durée du traitement, plus la durée du traitement augmente, plus le risque de mortalité, de réduire la mortalité, augmente. Donc, plus le risque de mortalité diminue. Donc, la conclusion, c'est que les sorties répétées de traitement, les sorties, les retours en traitement et toutes ces interruptions de traitement sont clairement des facteurs de risque pour la mortalité par dépression respiratoire. Donc ça augmente le risque de décès par mortalité. Le risque de décès par overdose. Alors, si on veut s'intéresser aux facteurs qui vont favoriser le maintien et la rétention en traitement, toutes les études et les méta-analyses montrent clairement que le dosage va être un élément essentiel. Et un dosage, là, ici, pour la buprenorphine, et les résultats d'une méta-analyse montraient qu'effectivement, les dosages supérieurs à 16 mg s'associaient à une meilleure rétention en traitement comparativement à des dosages plus faibles. Donc, la posologie du traitement va être un enjeu pronostique majeur en termes d'efficacité et de réduction des risques. Alors, la posologie des traitements, comme vous le savez, c'est aussi le nerf de la guerre, puisque on sait que pour avoir un impact sur le craving, pour réduire suffisamment le craving et stabiliser le comportement addictif, un dosage suffisant de traitement, en particulier par du buprenorphine et méthadone, va être absolument essentiel, et que les dosages juste utiles au soulagement des manifestations de sevrage sont insuffisants pour soulager le craving. Et donc clairement, il va falloir utiliser des posologies supérieures à 16 mg, plutôt autour de souvent 24 mg pour la buprenorphine, pour vraiment avoir de manière efficace cet effet anti-craving et aussi l'effet bloquant de l'effet renforçant, donc une saturation suffisante des récepteurs. Le sous-dosage étant un facteur de rechute important, d'instabilité clinique et un facteur aussi d'insatisfaction et qui va augmenter donc, le risque de complications et le risque de complications. Quand on regarde en France, donc actuellement, la dose quotidienne moyenne apparaît encore bien en deçà finalement des recommandations et avec des dosages qui sont considérés comme largement insuffisants pour contrôler suffisamment le craving et avoir une efficacité optimale sur les thérapeutiques de l'addiction aux opiacés, puisqu'on est sur des doses quotidiennes moyennes, le méthadone 50 mg. Donc les nouveaux défis, ça reste clairement la question du sous-dosage. Donc on sait que vraiment pour améliorer le patient de façon durable, il faut avoir un certain confort avec un soulagement suffisant du craving et que le sous-dosage va être un facteur de mésusage, un facteur de mauvaise utilisation, de fractionnement aussi des prises et avec aussi une expérience négative du patient de sa thérapeutique et qui vont continuer à nourrir finalement des représentations négatives pour les professionnels et des réticences aussi à prescrire, à s'impliquer vraiment dans la prise en charge. On a vu les interruptions précoces du traitement qui sont des facteurs de rechute et qui augmentent le risque de décès, les difficultés d'observance et puis la stigmatisation autour encore de ces thérapeutiques, de la maladie addictive et puis le fait de devoir prendre quotidiennement le traitement qui reste parfois une contrainte très importante encore pour les patients, d'autant plus que ce sont des traitements au long cours. Alors, une nouvelle option thérapeutique qui s'ouvre et qui peut participer à répondre à certains de ces défis, c'est le développement de formes de buprenorphine à action prolongée qui pourrait, de fait de la forme effectivement prolongée, faciliter l'observance des traitements au long cours, réduire de ce fait effectivement les risques d'overdose et convenir pour des patients complexes, polyconsommateurs, qui auraient une mauvaise observance de leur traitement et donc qui auraient un intérêt effectivement
dans la réduction des risques d'overdose et pour réduire le risque de sortie de traitement, mais qui pourrait aussi convenir à des patients qui sont plutôt stabilisés, mais qui seraient tentés à arrêter leur traitement pour finalement moins de contraintes dans leur quotidien. Donc on a effectivement différentes indications possibles qui pourraient en partie être, dans certaines situations cliniques, des réponses un peu à ces nouveaux défis. Et puis, j'ai presque fini, hein, mais des profils de patients aussi qui évoluent. Et c'est quand même la question des médicaments opioïdes, hein, puisqu'on a quand même tendance à une augmentation de la demande de prise en charge pour des opiacés de type opioïde antalgique, alors soit dans le cadre de troubles de l'usage antérieur avec des opiacés, mais aussi des patients qui, dans le cadre d'un tableau de douleur chronique, vont utiliser ces traitements et, dans le cadre d'une utilisation souvent au long cours, de pathologies psychiatriques associées, vont développer un trouble de l'usage des opioïdes. Donc ça modifie un petit peu malgré tout nos pratiques, et puis ça nécessite de nouvelles collaborations avec, bien sûr, les centres d'édictovigilance, mais ça c'est depuis longtemps que la collaboration existe, mais des nouvelles collaborations avec en particulier des centres antidouleurs pour vraiment proposer des prises en charge globales pour ces patients qui sont souvent complexes. Et puis ça nécessite aussi de pouvoir continuer à former et sensibiliser en particulier les professionnels de première ligne à la question des opioïdes antalgiques, du risque d'overdose aussi, et puis à les sensibiliser aux modalités de prescription, au repérage des situations à risque et de pouvoir renforcer les collaborations avec des structures spécialisées lorsque c'est nécessaire. Alors c'est vrai qu'au niveau de la mortalité par overdose, on a vu pour les opiacés de manière générale, les médicaments opioïdes, l'ensemble des traitements relatifs, stabilité, je vous ai montré tout à l'heure, mais on a quand même quelques signaux, et peut-être qu'on pourra interroger Amélie Damélu à ce sujet, sur la période, je crois, 2015-2017, on a quand même des signaux d'augmentation du nombre d'hospitalisations pour des intoxications liées aux opioïdes antalgiques, et puis une augmentation du nombre de décès par les opioïdes antalgiques. Donc, il y a un risque quand même lié à cette utilisation aussi par rapport à l'overdose, au risque d'overdose. Enfin, un autre enjeu, c'est la démographie médicale et c'est l'implication des médecins généralistes. Comme je vous l'ai rappelé sur l'historique de l'introduction, les généralistes, les pharmaciens ont eu vraiment un rôle crucial dans l'accessibilité au traitement et dans la réduction de la morbidité, de la mortalité des usagers d'opioïdes. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on manque quand même de façon relativement significative de médecins généralistes impliqués dans ces prises en charge et que finalement 5% des médecins généralistes globalement vont finalement être impliqués et s'occuper de 80% des prescriptions de thérapeutique d'addiction aux opiacés. Donc, pas assez de médecins généralistes, et c'est un petit nombre qui va finalement porter un petit peu une grosse part de ces prises en charge de ville, et ça reste un enjeu important. Alors comment améliorer cette question? Il faut absolument maintenir l'esprit des réseaux et vraiment maintenir, renforcer, continuer à développer les liens avec les médecins et les pharmaciens par le biais de formation, d'interaction et de circuits aussi facilités pour la médecine de ville. Donc faciliter l'articulation médecins généralistes et santé spécialisés. Alors c'est vrai, c'est un vieux, on en parle tout le temps, mais comment on le fait en pratique? Et je pense qu'il est important de pouvoir réfléchir et mettre en place de différentes structures, des circuits d'accès facilité avec des évaluations dédiées à la médecine de ville et en particulier la question de lignes téléphoniques dédiées pour les médecins de ville avec pourquoi pas des plateformes d'astreinte sur la semaine avec un conseil, un avis, un renforcement pour la médecine de ville dans les situations problématiques ou d'urgence qui faciliterait également leur implication pour des relais ou pour des initiations, mais qui, finalement, en contrepartie,
pourraient également bénéficier d'un support facilité d'accès à un soutien spécialisé. Voilà, donc en résumé, les pistes d'amélioration, l'amélioration de l'accès aux soins reste et au traitement reste une problématique pour des populations spécifiques. C'est vrai qu'on est plutôt bien placé pour l'accès aux soins en France et on a vu un peu les politiques qui ont permis, les politiques publiques qui ont permis ça, mais finalement sur les derniers mois, donc, on a noué une collaboration avec l'équipe de Blaye en Gironde, qui est peut-être en partie présente, et je me faisais la réflexion que sur les finalement 6 derniers mois, j'ai introduit en téléconsultation 3 traitements d'addiction aux opiacés, 2 méthadone, 1 buprenorphine, 3 patients, 30 ans, 55 ans et 33, 35 pour d'autres, 3 patients qui n'avaient jamais eu accès à un traitement de l'addiction aux opiacés, c'est leur première prescription. Donc ça reste quand même une problématique. Ensuite, on a vu, c'est les enjeux de la durée du traitement, du dosage, et le sous-dosage reste vraiment encore un point faible. Il faut continuer à former, à sensibiliser sur cette question pour éviter les sorties de traitement, associées au risque d'overdose. Les situations particulières par rapport à ce risque de sortie de traitement et ce risque d'overdose, c'est toute la population d'usagers incarcérés et les sorties de prison, où les sorties de prison peuvent se décider de façon très urgente, très rapide, avec le risque d'interruption et de manque de relais à la sortie, et un risque plus élevé de rechute, aussi plus élevé donc d'overdose. Et dans ces situations, c'est vrai que la buprenorphine d'action prolongée pourrait être également une réponse sur le plan pharmacologique. Renforcer le lien ville-hôpital, et puis on a vu l'offre thérapeutique élargie au format libération prolongée qui pourrait en partie participer à améliorer finalement ces nouveaux défis pour l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention.